Il y a des pierres anciennes qui semblent silencieuses. Mais certaines d'entre elles posent une question trop difficile pour être ignorée. Qui a été capable de les placer là, avant qu'existent des rois connus, des empires organisés, de grandes cités documentées ou des livres racontant comment tout est arrivé? Imaginez une porte de pierre dressée au milieu d'un paysage aride. Un bloc vertical, lourd, ancien, marqué par le temps. Devant elle, une personne paraît petite, presque insignifiante. La scène semble simple, seulement ruines, pierre et silence. Mais le problème commence quand on comprend que certaines de ces structures ont été érigées à des époques si anciennes qu'il n'existait pas encore d'écriture pour expliquer qui les a construites, pourquoi elles ont été faites et comment elles ont été organisées. Nous ne parlons pas seulement de vieilles pierres, nous parlons de constructions qui ont exigé de la planification, une force collective, l'observation du ciel, la maîtrise de l'espace et une intention que nous ne parvenons pas encore à comprendre entièrement. Pendant longtemps, nous avons appris à imaginer le passé comme un escalier simple. D'abord de petits groupes, puis l'agriculture, puis des villages, puis des cités, puis l'écriture, et alors seulement de grands monuments. Mais certaines structures anciennes semblent brouiller cet ordre. Elles ne prouvent pas à elles seules que l'histoire est fausse, mais elles obligent à poser une meilleure question. Avons-nous sous-estimé la complexité de peuples qui ont vécu avant l'histoire écrite? Le mystère n'est pas d'imaginer des machines impossibles ou des civilisations fantaisistes. Le mystère réel est plus puissant. Comment des sociétés sans archives écrites ont-elles réussi à coordonner des œuvres monumentales, à créer des symboles durables, à aligner des pierres avec le paysage et à laisser des traces qui nous défient encore des milliers d'années plus tard? Dans des lieux très différents, séparés par des mers, des montagnes et des siècles, apparaissent des structures qui répètent une même sensation. Pierre, échelle, rituel et alignement. En Turquie, des piliers sculptés surgissent dans un sanctuaire antérieur à de nombreuses civilisations connues. En Bretagne française, des milliers de pierres semblent former un langage monumental face à la mer. À Malte, des temples de pierre révèlent une architecture étonnamment sophistiquée pour de petites îles. En Irlande, une construction ancienne a été orientée pour recevoir la lumière du soleil à un moment précis de l'année. La question centrale est directe. Qui a construit ces structures avant l'histoire écrite? Mais peut-être que la réponse la plus importante n'est pas un nom. Peut-être est-ce une découverte plus dérangeante. Avant les premiers textes, il existait déjà des sociétés capables de penser à grande échelle, d'organiser le travail, d'observer les cycles naturels et de transformer la pierre en mémoire. Et si cela est vrai, alors le passé n'était pas simple, il était seulement silencieux. Pour comprendre pourquoi ces structures impressionnent, nous devons mettre de côté une image courante de la préhistoire. Beaucoup de gens imaginent seulement des grottes, des feux de camp, des outils simples et de petits groupes luttant pour survivre. Cette image n'est pas totalement fausse, mais elle est incomplète. La préhistoire fut une immensité de temps, pleine de migrations, de changements climatiques, de découvertes techniques et de formes de croyances que nous tentons encore de reconstituer. Le défi, c'est qu'avant l'écriture, les peuples n'ont pas laissé de texte expliquant leurs choix. Nous n'avons pas le nom des architectes, nous n'avons pas d'inscription indiquant la fonction du lieu. Nous n'avons pas de liste de travailleurs, d'outils et de dates. Ce que nous avons, ce sont des vestiges, des pierres alignées, des marques de taille, des fondations, des passages souterrains, des images gravées, des outils abandonnés et des fragments qui doivent être lus avec soin. Et c'est ici que le mystère devient plus dérangeant, parce que certains de ces vestiges ne semblent pas être le fruit de l'improvisation. Ils suggèrent de la planification. Ils suggèrent de la répétition. Ils suggèrent qu'il y avait une idée avant la construction. Et une idée, lorsqu'elle devient monument, exige quelque chose de très important. Une société capable de réunir des personnes autour d'un objectif qui dépasse le besoin immédiat de manger, de chasser ou de se protéger. C'est le premier grand renversement.
Une structure monumentale n'est pas seulement de la pierre empilée, elle est l'organisation sociale figée dans le temps. Pour ériger un grand bloc, quelqu'un doit choisir le lieu. Pour aligner des pierres, quelqu'un doit observer le terrain. Pour transporter le matériau, quelqu'un doit réunir des personnes. Pour maintenir un projet suffisamment longtemps, quelqu'un doit créer du sens. Et quand ce sens n'est pas écrit, il doit se trouver ailleurs, dans le rituel, dans la tradition orale, dans le calendrier, dans le paysage ou dans la mémoire collective. L'explication la plus courante affirme que beaucoup de ces monuments avaient des fonctions religieuses, funéraires ou communautaires. Cette explication est plausible, mais elle ne résout pas toujours tout. Dire qu'une structure était rituelle n'explique pas automatiquement comment elle a été conçue, pourquoi elle a pris cette forme, pourquoi elle a été placée exactement à cet endroit, ou pourquoi elle a exigé tant d'efforts. C'est comme regarder une cathédrale et dire seulement « elle était religieuse ». La phrase peut être correcte, mais elle n'explique pas l'ingénierie, la lumière, le symbolisme, le choix du lieu et l'expérience de celui qui y entrait. Avec les structures préhistoriques, il se passe quelque chose de semblable. Les appeler temples, tombes ou sanctuaires peut être correct, mais cela ne clôt pas l'enquête, cela ouvre de nouvelles questions. Qui a décidé de la forme? Qui maîtrisait le savoir nécessaire? Comment ce savoir était-il transmis sans écriture? Combien de générations y ont participé? Et pourquoi certaines de ces structures semblent-elles dialoguer avec le ciel, avec le paysage ou avec la mort? Pour voir cela clairement, nous devons commencer par l'un des lieux les plus déconcertants du monde antique, Göbekli Tepe. Sur une colline du sud-est de la Turquie, il y a un lieu qui a changé la façon dont de nombreux chercheurs pensent l'origine des monuments. Göbekli Tepe ne ressemble pas, à première vue, à une cité. Il ne ressemble pas non plus à une forteresse. Ce qui apparaît là, ce sont des enceintes monumentales, des piliers en forme de T, des pierres sculptées d'animaux et une sensation claire d'intention. Le point le plus surprenant n'est pas seulement la beauté des piliers, c'est l'époque. Göbekli Tepe appartient à une période antérieure à l'écriture, avant les grands empires, les archives, les palais et les textes officiels. Et pourtant, les pierres sont là. Certains piliers atteignent plusieurs mètres de hauteur. Sur leur surface apparaissent des animaux sauvages et des formes symboliques qui suscitent encore le débat. Des renards, des serpents, des oiseaux, des scorpions. Cela ne ressemble pas à une décoration fortuite. Il y a répétition, choix et composition. L'interprétation la plus admise est que le lieu avait une fonction rituelle ou communautaire. C'est une hypothèse prudente, mais elle soulève une question. Quel type de communauté a été capable d'imaginer, d'organiser et de soutenir quelque chose de tel? Pendant longtemps, une idée courante était que l'agriculture et la vie dans de plus grands villages auraient créé les conditions des monuments religieux. D'abord, la production alimentaire, puis des sociétés plus complexes, et alors seulement de grands centres cérémoniels. Mais des lieux comme Göbekli Tepe rendent cette séquence moins simple. Une possibilité est que le rituel ait aidé à réunir des personnes avant même que certaines formes stables de vie agricole ne se soient pleinement consolidées. Peut-être que le besoin de se réunir, de célébrer, de se souvenir ou d'adorer a été une force aussi importante que l'économie. Cette hypothèse ne prouve pas tout, mais elle soulève une question essentielle. Et si le symbole et la rencontre collective n'étaient pas des conséquences tardives de la civilisation, mais une partie de sa formation? C'est pour cela que Göbekli Tepe est si important. Il montre qu'avant l'histoire écrite, il existait déjà des sociétés capables de produire une architecture symbolique à grande échelle. Nous n'avons pas besoin d'imaginer des machines impossibles. Le mystère est autre. Comment une société sans texte connu a-t-elle réussi à transformer une colline en un espace monumental d'une telle puissance visuelle? Mais ce n'est pas la partie la plus étrange. Göbekli Tepe n'est pas seul. D'autres sites de la région suggèrent aussi des formes anciennes d'organisation rituelle. Cela signifie que nous ne sommes peut-être pas face à un accident isolé, mais à un paysage culturel plus complexe qu'on ne l'imaginait.
Et quand plusieurs structures commencent à pointer vers le même problème, la question change. Ce n'est pas seulement « comment ont-ils construit cela ?» c'est « combien de sociétés anciennes sommes-nous en train de sous-estimer parce qu'elles n'ont pas laissé de texte ?» Mais Göbekli Tepe soulève une question sur l'origine. Karnak en soulève une autre. Que se passe-t-il quand le monument n'est pas un édifice, mais un paysage entier? Pour répondre, nous devons quitter la Turquie et nous diriger vers la Bretagne. Là, à Karnak, le mystère ne réside pas dans un unique temple. Il réside dans une multitude de pierres. Des milliers de menhirs s'étendent à travers le paysage, alignés en rangées, qui semblent conduire le regard au-delà de l'horizon. À première vue, cela peut sembler n'être qu'une suite de blocs. Mais quand on voit l'échelle, la répétition et la relation avec le territoire, l'impression change. Cela ne ressemble pas à du chaos. Cela ressemble à une intention que nous ne savons pas lire entièrement. Karnak possède une force visuelle particulière parce qu'il n'exige pas d'explication compliquée. Il suffit d'imaginer la scène. Des pierres dressées, l'une après l'autre, traversant la campagne, comme si quelqu'un avait dessiné des lignes sur le sol à l'aide de monolithes. Le paysage tout entier se transforme en construction. L'explication courante associe ces pierres au néolithique, à des pratiques sociales, à des rituels et peut-être à des relations avec le paysage et le ciel. Mais l'explication générale ne résout pas tous les détails. Pourquoi tant de pierres? Pourquoi, selon ce motif? Comment a-t-on coordonné une œuvre aussi vaste? Que voyaient les gens là que nous ne parvenons plus à voir? La force de Karnak réside précisément en cela. Il ne ressemble pas à une construction fermée. Il ressemble à une question ouverte dans le territoire. Et pour un spectateur français, Karnak n'est pas un mystère lointain. C'est un rappel que l'Europe occidentale elle-même conserve des structures antérieures aux Romains, aux châteaux, aux cathédrales et aux archives. Avant les grands textes, il y avait déjà des pierres organisées avec une intention que nous ne comprenons pas encore entièrement. Le passé n'est pas seulement dans les musées. Parfois, il se tient debout dans la campagne, exposé au vent, trop silencieux pour se défendre des explications faciles. Si Karnak impressionne par son étendue, Malte impressionne par sa forme. Là, le mystère ne réside pas dans des milliers de pierres alignées, mais dans des temples qui semblent planifiés comme des espaces d'expérience. Sur les îles de Malte et de Gozo, des temples mégalithiques montrent que de petites communautés insulaires ont été capables d'ériger des constructions de pierre aux formes complexes. Certaines structures ont des plans élaborés, des blocs monumentaux et des espaces intérieurs qui suggèrent un usage cérémoniel. Le détail intrigant est le contraste entre l'échelle des îles et l'ambition des œuvres. Nous ne sommes pas face à un grand empire continental. Il n'y a pas d'armée connue, de bureaucratie écrite ou d'abondance illimitée de ressources. Et pourtant, les temples existent. Ce contraste brise une attente. Nous nous attendons à des monuments de sociétés gigantesques, mais Malte montre que de plus petites communautés pouvaient elles aussi produire une architecture monumentale lorsqu'il y avait organisation, tradition et sens collectif. L'explication conservatrice est que ces temples sont nés de communautés néolithiques locales, dotées d'un savoir accumulé, de techniques adaptées aux matériaux disponibles et d'un système symbolique fort. Cette interprétation est raisonnable. Mais elle laisse une question ouverte. Quel type de monde mental produit des temples aussi élaborés avant l'écriture? Quand il n'y a pas de texte, l'architecture devient langage. La forme de l'espace, le chemin d'entrée, la position des pierres et les limites entre dedans et dehors peuvent fonctionner comme des phrases silencieuses. Le problème, c'est que nous essayons de lire une phrase sans connaître totalement la langue. Et si Malte montre l'architecture, Newgrange ajoute un autre élément. Le temps. Non pas seulement le temps des siècles, mais le temps exact du ciel. En Irlande, Newgrange offre l'une des images les plus puissantes de cette enquête. Une construction ancienne qui, à un moment précis de l'année, permet à la lumière du soleil de pénétrer dans son intérieur. Ici, la pierre n'est pas seulement immobile. Elle semble attendre le ciel. Imaginez un couloir sombre, une chambre intérieure, et puis une lumière étroite traversant le passage en un jour particulier.
Pour nous, cela ressemble à de la poésie. Pour ces constructeurs, c'était peut-être calendrier, rituel, renaissance, mort, mémoire ancestrale ou une combinaison de tout cela. Le point central, c'est qu'une structure comme celle-ci exige de l'observation. Il ne suffit pas de poser pierre sur pierre. Il faut comprendre le mouvement du Soleil au fil de l'année, choisir une orientation, construire de manière à ce que l'effet se produise et faire en sorte que la communauté reconnaisse ce moment comme significatif. Ici, la question change à nouveau. Ce n'est pas seulement qui a porté les pierres, c'est qui a observé le ciel assez longtemps pour transformer la lumière en architecture. Quand nous réunissons Göbekli Tepe, Karnak, Malte et Newgrange, nous commençons à voir un motif. Avant l'histoire écrite, il existait des sociétés capables de faire bien plus que survivre. Elles construisaient des lieux de réunion, de mémoire, de rituels, d'observation et d'identité. Mais il y a un problème que l'explication courante ne résout pas toujours. L'explication la plus prudente est de dire que ces structures ont été construites par d'anciennes communautés humaines, avec des techniques possibles pour leur époque. Travail collectif, outils de pierre, bois, cordes, rampes, savoir pratique et persévérance. Cette explication doit être respectée. Elle évite les fantaisies et reconnaît quelque chose de fondamental. Les peuples anciens étaient intelligents, créatifs et capables. Mais, à elle seule, elle peut rester trop vague. Dire « travail collectif » ne répond pas à la question de savoir qui organisait ce travail. Dire « rituel » n'explique pas la logique exacte du rituel. Dire « alignement astronomique » n'éclaircit pas comment le savoir a été transmis au fil des générations. Dire « technique simple » ne diminue pas la difficulté de déplacer, d'ériger et de positionner de grandes pierres avec précision. C'est dans cette distance entre le possible et le compris que naît le mystère. D'un côté, certains réduisent tout à une explication rapide, comme s'il n'y avait plus rien à enquêter. De l'autre, il y a ceux qui transforment chaque lacune en preuve d'une civilisation perdue hautement avancée. Les deux postures sont fragiles. L'enquête sérieuse vit au milieu. Elle reconnaît ce que l'on sait, sépare l'hypothèse du fait et observe ce qui n'est pas encore totalement expliqué. À Göbekli Tepe, le problème est l'ancienneté et la complexité symbolique. À Karnak, le problème est l'échelle territoriale. À Malte, le problème est la sophistication architecturale dans un contexte insulaire. À Newgrange, le problème est la combinaison entre construction, obscurité, passage et lumière solaire. Chaque cas a sa propre explication. Mais tous pointent vers une question commune. Les sociétés sans écriture pouvaient créer des systèmes de signification bien plus complexes que nous ne l'imaginons. Peut-être ne devrions-nous pas seulement demander qui a construit. Peut-être devrions-nous demander quel type de savoir ne laisse pas de documents, mais laisse de la pierre. La première hypothèse, la plus conservatrice, est que ces structures ont été créées par des communautés locales, utilisant des techniques simples mais efficaces. Dans cette hypothèse, les grands blocs ont été déplacés par la force humaine, des rouleaux, des traîneaux, des leviers, des rampes, des cordes végétales et des chemins préparés. Les alignements ont surgi de l'observation prolongée du paysage et du ciel. Les rituels ont été transmis oralement. La mémoire collective a remplacé le document écrit. Cette possibilité est solide parce qu'elle n'exige rien d'impossible. Mais elle montre quelque chose d'extraordinaire. Les sociétés anciennes étaient capables de planifier sur le long terme. Et la planification à long terme est l'une des marques les plus profondes de la complexité humaine. La deuxième hypothèse est que beaucoup de ces structures fonctionnaient comme des centres de réunion. Non pas seulement des temples au sens moderne, mais des lieux où des groupes dispersés se rencontraient, échangeaient des alliances, accomplissaient des rituels, partageaient de la nourriture, se souvenaient des ancêtres et renouvelèrent des liens. Dans ce scénario, la monumentalité ne servait pas seulement à impressionner, elle servait à unir. Une énorme pierre n'est pas seulement difficile à déplacer, elle est aussi difficile à oublier.
Quand une communauté érige quelque chose qui dépasse l'échelle du corps humain, elle crée un point fixe dans le monde. Les gens peuvent y revenir. Ils peuvent raconter des histoires à son sujet. Ils peuvent l'utiliser pour marquer le temps, le territoire et l'appartenance. La structure devient une ancre. La troisième hypothèse implique le ciel. Dans certains cas, il y a des indices de relation entre les monuments et les cycles solaires ou lunaires. Cela ne signifie pas que chaque pierre ancienne est un observatoire astronomique. Cette idée doit être traitée avec soin, mais il serait également naïf de nier que les peuples préhistoriques observaient profondément le ciel. Pour des sociétés dépendantes des saisons, de la lumière, des cycles naturels et du paysage, le ciel était calendrier, orientation et symbole. Newgrange en est l'exemple le plus clair au sein de cette enquête. La lumière entrant dans le couloir au solstice montre que, dans certains cas, l'architecture et le phénomène céleste pouvaient se rencontrer de manière délibérée. La question est, combien d'autres monuments recèlent des relations semblables que nous ne comprenons pas encore entièrement? La quatrième hypothèse est plus intrigante, mais elle doit être formulée avec prudence. Peut-être existait-il des réseaux de savoir préhistoriques plus vastes que nous ne l'imaginons. Non pas une civilisation mondiale perdue, comme le suggèrent certaines théories exagérées, mais des contacts, des influences, des migrations, des échanges et des traditions partagées entre communautés éloignées. Cette hypothèse n'affirme pas que tous les monuments proviennent d'une seule origine. Elle considère seulement que la préhistoire a pu être plus connectée que ne le permet d'imaginer l'image traditionnelle de groupes isolés. Les gens marchaient, naviguaient, échangeaient des objets, observaient d'autres peuples et adaptaient des idées. Une forme architecturale pouvait naître dans un lieu et acquérir une autre expression ailleurs. Un symbole pouvait voyager. Une pratique rituelle pouvait changer en cours de route. Cette idée évite deux erreurs. Traiter les peuples anciens comme incapables ou combler les lacunes avec de la fantaisie. Entre ces extrêmes existe un champ plus intéressant. Des sociétés anciennes aux ressources simples, mais aux objectifs complexes. Et il existe encore une hypothèse symbolique. Peut-être que certaines structures ont été faites pour créer une sensation de passage. Des portes de pierre, des couloirs étroits, des chambres sombres, de longs alignements, des blocs monumentaux, la lumière entrant en un point exact. Tout cela produit une expérience. Celui qui entre traverse. Celui qui traverse change d'état. À l'extérieur, le monde ordinaire. À l'intérieur, peut-être le monde des morts, des ancêtres, des dieux, de la mémoire ou du mystère. Cette idée ne prouve pas la fonction exacte de chaque monument, mais elle aide à comprendre pourquoi tant de structures anciennes travaillent avec le contraste. Lumière et ombre, dedans et dehors. Visible et caché, vie et mort, ciel et terre. Et ici surgit une connexion naturelle avec un autre mystère. Ce même motif apparaît dans des structures anciennes qui semblent de simples ruines, mais qui cachent des problèmes d'ingénierie bien plus grands. En de nombreux lieux, la première impression est seulement de la pierre. Mais quand nous observons l'échelle, l'orientation, les découpes, les emboîtements et l'emplacement, nous comprenons que la véritable énigme ne réside pas seulement dans la taille, elle réside dans l'intention. C'est pourquoi, après avoir demandé qui a érigé les structures, la question suivante est inévitable. Quels objets ces sociétés ont-elles laissés derrière elles? Et que révèlent ces objets sur le savoir, la technique et la vision du monde? Mais avant d'arriver aux artefacts, il reste à observer un détail qui passe presque toujours inaperçu. Quand nous regardons une structure ancienne, notre attention va presque toujours vers la taille. Nous voulons savoir combien pèse la pierre, combien de mètres mesure le pilier, combien de blocs ont été utilisés, quel âge a le monument. Tout cela compte. Mais peut-être que le détail le plus révélateur n'est pas la taille. C'est le choix du lieu. Beaucoup de structures préhistoriques ne semblent pas placées au hasard. Elles dialoguent avec des collines, des rivières, des horizons, des sols, des mers, la lumière, les ombres et les chemins naturels.
Cette relation avec le paysage est peut-être l'une des clés les plus importantes pour comprendre le monde avant l'écriture. Une pierre isolée peut n'être qu'une pierre. Mais une pierre placée en relation avec d'autres, en un point visible, suivant une direction, proche de l'eau, alignée sur un horizon ou créant un passage, cesse d'être un objet. Elle devient une partie d'une phrase plus grande. Il est possible que beaucoup de ces monuments aient été moins des édifices au sens moderne et davantage des paysages construits. L'espace tout entier faisait partie de l'expérience. Carnac le montre de façon impressionnante. L'impact ne vient pas d'une unique pierre monumentale, mais de la répétition dans le territoire. Les rangées conduisent le regard. Le paysage semble organisé par une logique qui était peut-être compréhensible pour ceux qui vivaient là. Pour nous, il reste des lignes de pierre. Pour eux, il y avait peut-être un parcours, une frontière, une cérémonie ou une lecture du monde. À Newgrange, le lieu compte également. La construction crée une relation entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'obscurité et la lumière, entre le passage humain et le mouvement solaire. Le moment où la lumière entre n'est pas seulement un effet visuel, c'est une expérience planifiée. À Göbekli Tepe, le choix de la colline suggère également un paysage de réunion et de visibilité. Le monument n'est pas caché comme un objet privé. Il semble participer à un monde ouvert, fait de rencontres et de rituels. À Malte, les temples montrent une autre relation. L'adaptation de l'architecture aux îles, aux ressources locales et aux espaces cérémoniels. C'est le détail presque toujours oublié. Les peuples anciens ne séparaient peut-être pas la construction et la nature, comme nous le faisons aujourd'hui. Pour eux, une pierre dressée n'était pas seulement un objet dans l'environnement. Elle pouvait être un pont entre l'humain et l'invisible, entre la communauté et ses ancêtres, entre le temps ordinaire et le temps sacré. Et cela nous aide à comprendre pourquoi l'expression « avant l'histoire écrite » est si puissante. Elle ne signifie pas avant l'intelligence. Elle ne signifie pas avant la mémoire. Elle ne signifie pas avant l'organisation. Elle signifie seulement avant les textes que nous, aujourd'hui, utilisons pour expliquer. Peut-être que l'erreur moderne est de confondre l'absence d'écriture avec l'absence de pensée complexe. Quand quelqu'un se tient devant une porte mégalithique, une rangée de menhirs ou un couloir de pierre illuminé par le soleil, il ressent quelque chose que les données seules n'expliquent pas. L'échelle, la distance et l'intention. C'est cela qui maintient ces structures vivantes. Elles ne paraissent pas mystérieuses parce qu'elles seraient impossibles. Elles paraissent mystérieuses parce qu'elles révèlent une humanité ancienne que nous ne parvenons pas encore à traduire entièrement. Et maintenant, nous pouvons revenir à la question initiale. Qui a construit ces structures avant l'histoire écrite? La réponse la plus honnête est des peuples humains anciens, divers, créatifs, organisés et bien plus complexes qu'on ne l'a longtemps imaginé. Mais cette réponse laisse encore quelque chose en suspens. Parce que savoir qu'il s'agissait d'humains n'élimine pas le mystère. Cela rend seulement le mystère plus profond. Göbekli Tepe montre que la monumentalité peut être plus ancienne que certaines certitudes sur la formation de la civilisation. Karnak montre que le paysage européen conserve un langage de pierre que nous n'avons pas encore lu entièrement. Malte montre que des communautés sans grands empires connus pouvaient produire une architecture sophistiquée. Newgrange montre que la lumière, la mort, le temps et la construction pouvaient former une seule expérience. Ces structures ne prouvent pas une histoire secrète prête à remplacer tout ce que nous savons, mais elles prouvent quelque chose d'aussi fascinant. L'histoire est plus complexe, plus ancienne et plus silencieuse que ne le permettent d'imaginer beaucoup de récits simples. Peut-être que les constructeurs de ces structures n'étaient pas avancés au sens moderne. Peut-être n'avaient-ils pas de machines, de métaux sophistiqués ou de calculs écrits. Mais ils avaient quelque chose que nous ne devons pas sous-estimer. Le temps, l'observation, la mémoire, la coopération et une relation profonde avec le monde environnant. Et, à certains moments de l'histoire humaine, cela a suffi pour déplacer des pierres, orienter des monuments et créer des lieux
qui nous font encore nous arrêter devant eux en silence. Le détail le plus important est celui-ci. Avant l'histoire écrite, il y avait déjà de l'histoire. Seulement, elle n'était pas dans des pages. Elle était dans le sol, dans les pierres, dans les alignements, dans les couloirs sombres, dans les portes sans inscription, dans les ruines qui n'expliquent pas tout, mais refusent d'être oubliées. Et c'est peut-être pour cela que ces structures continuent de nous attirer. Elles semblent dire que l'humanité a commencé à rêver à grande échelle bien avant d'apprendre à écrire ses rêves. Mais il y a une question qui naît naturellement après cette enquête. Si des peuples si anciens ont été capables d'ériger des structures monumentales avant l'écriture, quels objets auraient-ils pu également laisser? Quels outils, symboles, mécanismes ou artefacts ont survécu au temps et semblent aujourd'hui trop avancés pour l'époque où ils ont été trouvés? Ce sera la prochaine porte de notre enquête, parce que les structures montrent où ces peuples se réunissaient. Mais les artefacts révèlent peut-être ce qu'ils savaient. Et c'est une question encore plus difficile à répondre.